Franchement les gars, est-ce que vous connaissez un moment plus cool dans la vie d'un vidéaste que celui où on vient d'acheter notre première caméra? Tu te rappelles, genre tu reçois ton colis, tu déballes le carton, tu sens le plastique neuf, tu mets ton premier objectif, tu sais, avec le petit clic là, voilà. ASMR, là, tout ça. Et là, tu l'allumes. Et tout de suite, en vrai, t'as qu'une envie, c'est d'aller shooter tout ce qui bouge. Ou pas d'ailleurs. Et c'est chaud parce que t'as bizarrement 200 000 idées, et souvent pas que des bonnes, mais voilà, en tout cas t'as envie de faire des images, repérer des coins sympas à côté de chez toi, la lumière elle est belle, le plus important c'est que tu veux y aller et maintenant. Sauf qu'au moment d'appuyer sur Rec, eh ben il y a un petit message qui s'affiche. Et ouais merde, la carte mémoire, j'ai pas prévu ça. Bon bah du coup tu rentres chez toi, tu vas sur Amazon et là... What the fuck? Bon, y a pas le choix, allez, on commande. Quelques jours plus tard, tu ressors, tu vas allumer ta caméra, et là... Mais putain! Et donc... Et c'est sûr que tu commences à faire quelques petits calculs dans ta tête, carte, batterie, filtre, faudra peut-être aussi un trépied, parce que poser la caméra sur une chaise, bon bah ça le fait pas, des câbles, des accessoires, un sac. Et là t'arrives à un truc qui, tout cumulé, commence à ressembler au prix d'un deuxième objectif, et pas un bas de gamme, hein. Et t'as cette petite voix dans ta tête qui te dit « Est-ce que t'as pas fait une connerie de te lancer dans ce bourbier ?» Bienvenue dans la réalité des vidéastes. En fait, faut juste se rendre compte d'un truc. Ou plutôt accepter que quand tu commences, c'est un peu comme quand tu achètes une voiture. T'es super content, c'est clair, mais après, faut quand même mettre de l'essence dedans et parfois faut changer les pneus. Et la vidéo c'est pareil, t'as plein de trucs à acheter et c'est clair que c'est pas super satisfaisant. Franchement oui, ce genre d'achat, c'est nul, mais t'as pas le choix. Mais c'est aussi pour ça que je pense que t'es là aujourd'hui. Faut que tu te dises que même si c'est des achats que tu devras faire, c'est pas pour autant que tu dois raquer à chaque fois le maximum possible. Et il faut arrêter d'écouter ceux qui jurent que uniquement par les choses les plus haut de gamme et donc les plus chères. Et encore plus quand tu démarres. Sinon, c'est vrai qu'il n'y aurait pas grand monde dans ce secteur. Ça limiterait la concurrence, mais je suis pas sûr que ce soit non plus très cool pour élever le niveau global. Il faut vraiment apprendre là où on doit mettre le prix fort et aussi là où on doit être smart. Parce que c'est pas la même logique pour chaque catégorie de matos. Je trouvais l'écriture de cette vidéo intéressante parce que c'est exactement ce qu'on m'a jamais expliqué quand j'ai commencé et que j'ai mis des années à comprendre et donc à dépenser parfois énormément pour pas grand chose. Aussi, je préfère te prévenir, ça va pas être une vidéo où je vais te balancer des liens Amazon pas chers, etc. Non, ici le but c'est que tu apprennes à réfléchir à ton matos. Parce qu'avec cette façon de penser, ça va te servir longtemps et pas juste pour ton premier achat. Ça te permettra justement de rationaliser au maximum les coûts au niveau de ce que tu as à investir. Petit disclaimer numéro 2, je le répète souvent dans mes contenus, mais ce que je te propose ça vient de mon expérience. Et donc si toi tu viens ici pour partager la tienne, tu peux avoir un avis et c'est cool, faut juste ne pas croire, comme je le dis ici d'ailleurs, que notre vision est la seule existante. Et bien sûr, encore une fois, si tu veux le partager, toujours dans la bienveillance. Il n'y a pas un argument qui est mieux qu'un autre, chacun a son expérience et son envie de dire ce qui est important pour lui. Alors, maintenant que ça s'est posé, on y va. Je pense qu'on va commencer par le truc qui énerve énormément de monde. Parce que franchement, quand tu viens de claquer parfois plusieurs milliers d'euros dans une caméra et quelques objectifs si tu peux, si tu veux commencer à filmer et que tu dois rajouter parfois 80, 100, 200 euros voire plus pour juste des bouts de plastique, moi je trouve que ça fout le seum et en particulier quand tu te rappelles ce doux moment où tu utilisais des SD à 30 euros et que ça faisait le taf parfaitement. Et c'est vrai que du coup tu as cette réflexion, pourquoi je vais payer 4 fois plus cher pour au final toujours une carte mémoire. Bon ici quand même la réponse elle est presque simple, c'est juste parce que c'est pas la même chose que ta SD, c'est pas uniquement de l'espace de stockage. Ce que tu achètes à ce prix là, c'est surtout une vitesse d'écriture. Et quand tu filmes en 4K, maintenant en 6K, voire plus, en 4:2, 10 bits, en RAW, etc., ta cam elle envoie une quantité de data hallucinante. Et si ta carte elle suit pas, en fait ton enregistrement il peut s'arrêter en plein milieu de la prise, ou au pire, à la fin le fichier se termine pas et tu pourras jamais le lire. Ça quand t'as un prestat sur un mariage ou un event important et donc que tu peux pas refaire les scènes, on va dire que c'est pas spécialement bien pour ton évolution de société. Dans une moindre mesure, moi ça me rappelle à l'époque avec les GoPro, quand elles commençaient à beaucoup évoluer en termes d'image, j'étais parti au ski pour faire un vlog et quasiment toutes mes images étaient soit corrompues, soit elles s'arrêtaient au bout de 10-15 secondes. Et comme à cette époque j'y connaissais que dalle, je savais pas qu'il fallait des cartes avec des vitesses minimales pour enregistrer tous les formats.
Plus récemment sur MyFix6, en fait c'est cool parce que tu peux continuer à enregistrer en SD, mais tu vas être limité sur le nombre de clips enregistrables, mais aussi sur les formats accessibles pour la SD. Donc en gros tous les formats les plus intéressants tu peux pas les utiliser, c'est quand même relativement chiant. Alors oui, il y a quand même une solution pour rester en SD, c'est de passer sur les V90 qui sont spéciales pour les haut débit. Mais au final ce sera quasiment le même prix que de passer sur du CF Express qui sont les cartes recommandées pour la caméra. Et ce format de petit bout de plastique là, juste pour te donner une idée, une carte de 512 Go ça peut monter à 400-500 €. Voilà, ouais, juste pour une carte mémoire. Après attention, hein, c'est sûr que la techno derrière ça envoie. En gros c'est limite un mini SSD. Hein. Et si tu suis un petit peu l'actualité informatique, oui, tu sais que ça coûte cher, encore plus ces derniers mois. Mais maintenant la réalité c'est que 128 Go de SD à mettre sur un disque dur ça prend, on va dire 15 minutes, ma CF de 256, 3. D'ailleurs j'ai failli oublier, petite news pour ceux qui sont full pro Sony partout. Et ben en fait c'est la merde parce qu'il y a quelques semaines, donc en fin mars 2026, Sony, ils ont décidé d'arrêter la production de quasi toute leur gamme de cartes mémoire. Les SD, les CF Express type A, B, voilà, tout ça. Et si tu te poses la question de pourquoi, bah, comme d'habitude en ce moment... La bonne excuse, la bonne excuse. Donc forcément, comme les chaînes de production elles sont arrêtées, ce qui devient rare monte de prix. Donc encore une bonne raison pour toi d'être ici pour essayer de trouver des solutions. Pour ça justement, moi j'ai quelques astuces, enfin si on peut dire ça comme ça. Le premier truc, et c'est le plus important selon moi, c'est n'achète pas de grosses cartes. Voilà, prends-en toujours plusieurs petites. Je sais que c'est tentant sur le papier parce que si tu prends une 512 Go ou une 1 Tera, et ben en fait tu vas faire un peu d'économie au giga. Ok, c'est cool. Et puis en plus c'est pratique parce que tu changes jamais de carte dans ta caméra. Sauf qu'en fait, c'est exactement ça le souci. Pourquoi ? Déjà en premier, le coût, parce que même si c'est moins cher au giga, une carte de 512, t'es facile à 250-300 €, et pas si tu vas chez Sony ou ProGrade, hein. Alors qu'une carte de 256 Go, tu vas être aux alentours de 150-200 balles. Mais le truc c'est que tu vas l'acheter en 2 fois, et donc vraiment en fait niveau trésorerie, ça peut être vraiment intéressant. Tu vois, quand tu dois commencer à multiplier, vaut mieux acheter petit à petit que d'un coup faire des grosses sorties d'argent qui peuvent te mettre dans la merde et surtout ne pas être rentable tout de suite. Le deuxième problème qui est encore plus grave selon moi, c'est que si t'as une grosse carte et qu'elle plante en presta, et ben en fait t'es foutu, t'as tout perdu, ta journée de tournage, la confiance de ton client et sûrement la compte que tu devras rembourser, parce que c'est difficilement justifiable quoi. Et je te promets que j'ai eu des potes vivre ça, à vouloir utiliser des logiciels obscurs pour tenter de récupérer des trucs, et crois-moi, même si c'est pas toi directement qui le vis, c'est le genre de moment qui te traumatise un petit peu. Alors que si t'as plusieurs petites cartes, si t'en as une qui meurt, et ben en fait tu perds oui peut-être une partie de ton tournage, mais voilà, tu vas souvent limiter les pertes. Et surtout le phénomène qui arrive, c'est que comme les cartes elles ont moins de capacité, tu dois sauvegarder plus souvent. Donc encore une fois, tu réduis les risques. Et dans le cas où tu as de la chance et qu'elle claque avant le tournage, tu te retrouves pas sans rien. Je veux dire, vraiment, si genre tu as 3 cartes qui claquent au même moment, c'est vraiment que tu es la personne la moins châteuse du monde, quoi, d'accord ? Encore une fois, le but c'est de faire de la gestion du risque la plus simple possible. Et t'inquiète que je suis pas le seul à bosser comme ça. Tous les pros autour de moi ont tous plein de petites cartes, ou parfois plein de grosses, voilà, selon ce que tu filmes, mais au minimum des petites, qu'ils alternent au fur et à mesure de la journée et avec des dérochages dès que possible pendant les pauses. Le deuxième point pour choisir, c'est de comparer et de lire les vrais retours des marques. Je peux pas dire autre chose que le marché des cartes mémoire, c'est le sbeul niveau prix. Pour une même gamme, tu peux avoir des écarts de 30 voire à 40% entre différents produits. Et donc vraiment, avant d'acheter, prends 10 minutes et lis les retours. Pas les notes globales, parce qu'en vrai, ça veut rien dire. Lis simplement les commentaires négatifs. Et tu regardes s'il y a un pattern ou les mêmes bugs qui arrivent. Si tu vois qu'il y a plein de cartes mortes au bout de 6 mois dans la moitié des avis, je pense que tu n'as peut-être pas envie de prendre ce risque. D'accord ? Enfin, en tout cas, moi, je le ferai pas. Mais ce qui a encore le plus de poids, selon moi, c'est que si tu as des gens du métier autour de toi, et en fait demande-leur leur retour. Par exemple, pour moi, je sais que c'est pas une vérité absolue, mais c'est juste que ce que j'ai vécu, quand j'ai eu ma FX, j'avais vraiment pas envie de prendre les Sony, d'accord, c'est abusé le prix, et voilà, non, je voulais pas. Et donc je regardais les marques à côté, et je me disais, je vais prendre des Lexar, parce que Lexar c'est connu, etc. Et surtout, j'avais déjà eu ces cartes en même temps que les SD SanDisk Extreme, etc. Sur la docu de Sony, au niveau des vitesses recommandées pour les cartes, c'était bon, parce que ça aussi, il faut le checker, parce qu'une carte sur le même format peut avoir des vitesses différentes,
différentes, comme vous voyez à l'écran. Et le plus important dans ces vitesses, c'est de savoir que ta caméra n'a pas forcément besoin de la vitesse maximale pour être utilisée. Donc check bien, parce que là aussi tu peux faire des économies. Sauf que du coup, les Lexar, en discutant avec mon loueur de matos, il me dit qu'en fait il a eu beaucoup de retours négatifs sur ces formats de CF Express, avec des cartes qui sont plus reconnues, des fichiers corrompus, des pertes de données, etc. Bon bah en fait, moi ça me suffit, d'accord? Quand j'ai un professionnel qui a des retours comme ça, je vais pas remettre en cause ce qu'il dit. Du coup j'ai commencé à regarder ailleurs. Et du coup aujourd'hui je peux te dire, je suis chez Pergir. Alors honnêtement pour moi c'est un super rapport qualité-prix. Je tourne avec depuis maintenant presque 2 ans, j'ai jamais eu de soucis. Et dis-toi que pour la FX6 ça marche sans aucun souci. Et pourtant j'ai même pas les cartes les plus rapides disponibles. Donc que demande le peuple? Donc voilà, demain si j'ai à racheter des cartes, je rachèterai cette marque là. Après oui c'est sûr que si tu veux pas tenter, t'as toujours les valeurs sûres avec SanDisk, Angelbird pour le très haut de gamme, ProGrade, Sony c'était cool aussi, mais bon comme je viens de te le dire, va falloir attendre un petit peu que la prod redémarre. Mais c'est sûr que quoi qu'il arrive, ça tu pourras pas être déçu quoi. Ou alors tu peux tomber sur un mauvais lot, mais bon c'est quand même très rare. Par contre il y a quand même un truc à éviter absolument, c'est les cartes avec des marques inconnues sur Amazon avec un nom que t'arrives même pas à prononcer. En fait même si ça peut paraître super attractif dès le début, c'est souvent des cartes avec de la mémoire de moins bonne qualité et donc potentiellement moins fiable. En gros pour t'expliquer, sur les chaînes de production, les composants qui sont créés, ils n'ont pas tous la même qualité. Et donc les meilleurs vont être utilisés pour les cartes haut de gamme, et parfois il y en a qui ont des petits défauts et qui vont être revendus moins cher à des autres marques. Et c'est pour ça qu'en fait tu peux avoir des marques alternatives. Maintenant, encore une fois, c'est les retours qui parlent. Et quand tu vois des marques qui ont des milliers de personnes avec des retours qui sont à 99% cool, tu peux aller dessus. Mais des cartes chinoises qui sortent de je ne sais où, que personne n'a jamais testé, etc., et qui sont 50 à 60% moins chères, moi perso j'essaierai pas. Après je suis pas ta mère, tu fais ce que tu veux, c'est ton argent. Mais en tout cas le plus intéressant c'est que si justement toi tu as des cartes de marques alternatives ou premium, etc., et que tu veux partager ton expérience, dis-le en commentaire, ça sera pas mal, ça pourra aider probablement les gens. Voilà, maintenant ça c'est fait, et je pense qu'il est temps de passer à une autre catégorie tout aussi relou. Les batteries, je pense que c'est probablement la catégorie de matos où je me suis le plus tordu la tête. Et vraiment, ça a toujours été compliqué, parce que je me rappelle de ma deuxième caméra en particulier, la Blackmagic Pocket, la première, tu sais, en Full HD là. Caméra géniale au demeurant, mais avec des batteries ENEL 20, voilà, toutes petites. Et pour te donner une idée de l'autonomie, 20 minutes. Voilà. Et c'est simple, hein. Pour une Presta, j'en avais 9 dans le sac, et que je rechargeais encore en cours de journée. Hein. Alors quand tu es conscient de ça, que tu débutes et que donc tu fais attention à tes thunes, tu réfléchis autrement qu'avec les batteries officielles, quitte à froisser certains puristes qui jurent que par les petits logos dessus. Mais attention, faut justement savoir faire le point avec tout ça, parce qu'il y a quand même des petits pièges. Parce qu'avant qu'on parle des alternatives, faut qu'on se mette d'accord sur pourquoi les batteries officielles à la base, elles coûtent plus cher que les batteries random. Là c'est tout le monde au même parfum, Sony, Canon, Panasonic, Fujifilm, tout ce que tu veux, ils vendent parfois des batteries à 80, 90, parfois 100, 150 euros, voilà, pour des autonomies basiques. Et je dis basique parce que sur les caméras comme les FX, etc., tu peux en fait avoir des batteries plus grosses, comme ici, moi, voilà, j'ai la possibilité d'avoir des batteries plus grandes. Mais bref, c'est un autre sujet. Une batterie officielle, elle a plusieurs trucs en plus qui peut parfois être absent sur des autres batteries. Ce qu'on retient généralement, c'est qu'elle a une électronique de gestion qui communique directement avec la caméra. Tu sais, c'est ce qui permet d'avoir la durée précise, le pourcentage restant, etc. de la batterie, et avec des sécurités supérieures parce qu'elles ont été validées par la marque. Je mets des petites guillemets dans cette partie-là parce qu'aujourd'hui, il y a des batteries génériques qui proposent ça, d'accord? C'est peut-être pas aussi précis, mais voilà, ça communique quand même avec la cam. Elles sont composées également de cellules de qualité avec une durée de vie optimisée. En gros, vraiment, tu as un suivi de qualité, tout ça parce que pour la marque, elle ne veut utiliser que des batteries premium. Et surtout avec cette connexion à la caméra, il y a une signature électronique qui permet de maintenir la garantie de la caméra si jamais tu fais cramer ton boîtier. Parce que oui, certaines marques, elles peuvent t'envoyer chier si ton boîtier il a été utilisé avec une batterie tierce douteuse. Et bon, forcément, le dernier petit truc en plus qu'on a, c'est la marge de la marque. Voilà, parce que où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Bon, maintenant, il y a la réalité. C'est que pour un débutant ou même un pro qui tourne au quotidien, une seule batterie, c'est pas assez. T'as souvent besoin de 3, 4, parfois 5, si t'as pas les moyens de recharger sur place. Et si tu te retrouves avec 5 batteries officielles à 100 balles minimum, ça commence à faire beaucoup en fait. Et il n'y a pas besoin de faire un bac S pour te dire que ça, plus les cartes SD et tout, pas envie quoi. En fait, personne n'a envie.
Et c'est à ce moment-là que tu te dis, bon bah voilà, les batteries tierces, bah, ça pourrait peut-être être une bonne solution. Et franchement, il n'y a pas de suspense, hein. Oui, c'est parfois le meilleur truc à faire pour économiser un peu d'argent, mais attention, parce que pour éviter certains dramas, il y a encore une fois quelques petites astuces, tout comme les cartes mémoire. Premier truc, ultra important ça, hein, jamais le premier prix. Vraiment, hein. Si pour moi tu vas sur Amazon ou même parfois AliExpress, etc., que tu tapes le nom de ta caméra plus batterie et que tu vois apparaître des trucs à 12 balles sans nom avec deux avis, voilà, tu sais pas trop. Non, vraiment, achète pas ça, hein. C'est de la batterie low cost avec des cellules de récupération. Et en gros, je simplifie, mais tu vas vite comprendre le parallèle avec les cartes mémoire d'avant, hein. Mais c'est que quand ils produisent des batteries, et ben t'en as en fait qui sont pas de qualité premium et donc ils vont être refusés. Mais comme c'est con de gâcher, voilà, surtout avec les composés que ça contient, et ben en fait ça va faire des lots que des marques vont pouvoir racheter à moindre coût et les réutiliser pour faire leur propre batterie. Et si tu fais le calcul, logiquement, moins elles sont de qualité, moins elles sont chères à la revente et plus les marques tierces elles peuvent faire un peu de marge. Et ça explique d'ailleurs, hein, souvent cette question qui revient, pourquoi les batteries tierces, elles ont la plupart du temps pas la même capacité que l'original. Et ça peut d'ailleurs aller jusqu'à 50% de l'autonomie. Parce qu'en fait, les cellules que tu trouves à l'intérieur, bah, en vrai, c'est peut-être des fois des demi-batteries. Tu vois qu'il y a une douille, c'est la même forme, c'est compatible, etc. Mais bah, c'est comme si on aurait pu réduire tout ça de moitié, parce qu'il y a des cellules qui ne marchent pas bien. Le problème aussi, c'est que si elles sont vraiment bas de gamme, en fait, l'énergie qu'elle va fournir, elle n'est pas stable. Et c'est ça qui peut endommager ta caméra. Et je trouve que, en fait, c'est quand même un gros pari juste pour économiser parfois 50-60 €. Hein. Surtout quand ta caméra, elle en coûte plusieurs milliers. Du coup, normalement, je t'ai fait un petit peu peur, mais ça nous amène au deuxième point. Comment on fait pour trouver des bonnes batteries tierces? Et c'est là où il ne faut pas se faire avoir, parce que même dans la batterie générique, et ben il y a quand même des marques. C'est sûr qu'elles vont être moins chères que les originales, mais elles sont quand même beaucoup plus onéreuses que les premiers prix qui sont les plus douteuses d'entre toutes. Mais si tu fais des recherches, tu remarqueras qu'il y a des marques en fait qui ressortent toujours et qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années dans la fiabilité, même si c'est pas des marques premium. Pour te dire, ma FX6, moi j'utilise des Patona. Voilà, j'en ai plusieurs, tu les vois ici. Tu pourras aussi trouver de la marque Newell, Wasabi Power, il y a Small Rig aussi qui s'y sont mis récemment, Anel. Mais tu vois, en fait, ces marques-là, elles font ça depuis longtemps et elles sont utilisées par des milliers de personnes. Donc il y a une vraie communauté et des vrais retours autour de leurs produits. Moi, encore une fois, je me suis toujours basé sur les avis et les retours de gens que je connais. Il y a aussi des conseils que tu peux avoir sur les réseaux, comme tu as sur cette vidéo, etc. Parce qu'en fait, le plus important, c'est de savoir que les problèmes, ils viennent pas dès le premier mois, c'est dans la durée, savoir comment ta batterie elle va vivre dans le temps. Et s'il y a bien un truc que j'avoue, c'est que je suis pas très courageux dans cette situation, je préfère que les autres aient testé avant moi. L'aventure a ses limites quand on est dans ces prix là. Mais comme je dis, même si ces marques elles sont fiables, attention, ça restera la plupart du temps des batteries moins performantes que les originales. Mais en faisant le calcul, moi je peux dire que ça vaut le coup, parce qu'en fait en termes de gain de trésorerie à la fin, je suis gagnant. Je vois ça comme si, ok, elle a peut-être 10-15% de moins en autonomie, mais au final, je peux en acheter 3 au lieu de 2 officiels. Donc si on met bout à bout, bah en fait j'ai plus d'autonomie que si j'en avais acheté 2. Donc voilà, en fait, on est bon, je gagne de l'argent. L'autre point qu'il faut vérifier, c'est que maintenant, si tu utilises des batteries tierces, tu peux aussi avoir des codes erreurs sur ta caméra. Alors, soi-disant, c'est pas grave, mais moi, je suis pas spécialement fan de faire bugger ma caméra dès que je mets une batterie dedans, d'accord? Donc, j'essaye d'éviter ça au maximum, et ça fait partie des retours, encore une fois, qui seront super importants. Et tu vois, comme je l'ai dit, hein, pour la FX6, j'ai la batterie Sony de base, mais j'ai eu les Patona, et franchement, c'est cool, il y a zéro souci, et l'autonomie est respectée. Volontairement, ici, je parle des batteries constructeurs, hein, mais j'aborde pas le cas des batteries V-mount, c'est les batteries pro, là, d'accord? Parce que c'est un autre délire et ça mériterait d'être approfondi aussi. Et là, encore une fois, tu peux le demander en commentaire. Si c'est quelque chose que tu ressens le besoin d'acheter pour ton setup, encore une fois, voilà, tu sais où le marquer. Pour résumer, les batteries, oui, tu es obligé d'en acheter et tu n'es pas obligé de payer plein pot. Pour autant, prends pas n'importe quoi et choisis une marque sérieuse, lis les retours et comme ça, tu peux faire le radin, mais pas trop. Allez, catégorie suivante. Bon, maintenant un truc qui va directement toucher la qualité de tes images, mais aussi la profondeur de ton portefeuille. Les filtres et en particulier les ND. Alors, pour ceux qui ne savent pas, déjà, en gros, c'est des lunettes de soleil pour ton objectif. Et ce que la majorité des professionnels, des vidéastes, même des amateurs un peu confirmés peuvent affirmer, c'est que c'est le filtre dont tu vas vraiment avoir besoin dès que tu as un petit peu de lumière dehors. C'est pas un accessoire optionnel, c'est que dès que tu vas avoir du soleil, etc., bah, tu vas devoir les utiliser. Après, oui, il y aura
toujours des solutions de bricolage comme fermer très fort ton objet ou augmenter ton shutter, mais ça aura comme effet de dégrader vraiment la qualité de ton image. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les objectifs, et comme ça tu pourras comprendre un peu comment ça marche. Mais en gros, la règle en vidéo, c'est que tu dois garder ton shutter au double de la fréquence de ton image. Donc si tu filmes en 25 images par seconde, tu dois être à 1/50e. Si tu filmes en 50 images, 1/100e, etc. Mais si tu vas avoir une image avec un mouvement naturel, côté en plein soleil, avec un petit peu de flou en arrière-plan en ouvrant ton objet, sans ND, ton image elle sera probablement plus blanche que de la neige. Et c'est vraiment une grosse limitation, hein. Donc on a tous envie de rapidement acheter ce genre de filtre. Donc encore une fois, tu vas sur Amazon et là, tu te prends une espèce de douche froide digne de la thérapie Wim Hof. Ça commence à 40 € pour un truc obscur, à plus de 200, voilà. Ça va dépendre en plus de la taille de ton objectif, si c'est un ND variable ou pas. Donc en gros, est-ce que c'est une paire de lunettes de soleil avec des verres fixes ou alors plusieurs couches qui vont assombrir selon la puissance de la lumière que tu reçois. Et donc en fait, c'est un énorme bordel et on est souvent tenté de prendre le variable et en plus de ça le moins cher parce qu'on se dit bah ça va, c'est pas si important, mon objectif et ma caméra ils sont déjà de bonne qualité. Sauf que la réalité c'est que le premier prix c'est souvent une catastrophe en fait. T'as ce qui s'appelle la cross polarisation, c'est en gros quand tu ajoutes les couches, tu vois, de lunettes de soleil, comme je l'ai dit depuis le début, en fait ça va te faire une espèce de grosse croix sombre en X au milieu de ton image. Et c'est dégueulasse, hein, vraiment. Tu peux aussi avoir des dérives de couleurs, souvent vers le magenta et le vert, et optionnellement, mais quasiment systématique pour les bas de gamme, tu vas avoir de la perte de piqué. Donc ton image elle va être moins précise. Ça c'est con, hein, quand tu as un super objectif et que derrière c'est flou à cause de ce que tu mets devant ta lentille. Mais ça s'explique en fait par la qualité du verre. C'est comme si tu avais des lunettes mais avec des verres qui étaient rayés. D'accord, tu te rends compte que pour voir c'est pas terrible. Là c'est pareil. Après encore une fois, le plus important c'est de doser et de faire au mieux. Et moi en fait j'ai plutôt des recos simples je pense. Tu peux tenter Ouya et KNF qui sont pour moi ok pour la majorité du taf, ça couvre la majorité des situations et c'est pas trop cher, c'est ok, d'accord. Après c'est sûr que si tu veux aller dans le plus haut de gamme parce que ton équipement le demande, tu peux aller vers Nisi, Polar Pro, Tiffen, mais là on est entre 100 et 250 € le filtre, qui va dépendre aussi de la taille de ton objectif, d'accord, mais au moins ton image elle est 100% clean. D'ailleurs par rapport à ça, petite astuce qui peut te sauver vraiment beaucoup de budget, n'achète pas un filtre pour chaque taille d'objectif, achète le filtre à la taille du plus grand diamètre de tes objectifs et ensuite tu prends un lot de bagues d'adaptation, c'est genre 20 balles hein, ou un truc comme ça, pour l'adapter au plus petit, d'accord, et comme ça t'achètes un filtre au lieu de 3 moyens. Je pense que c'est quand même une bonne solution. Petite précision aussi quand tu utilises des caméras qui sont plus gros que les DSLR, encore une fois comme la FX6, la gamme C de chez Canon, après je vous laisse trouver les gammes qui vous intéressent, mais ils ont souvent des ND intégrés. Donc tu peux activer, etc. C'est pratique parce que tu n'as pas à l'acheter, mais surtout l'avantage c'est que tu es sûr que ça baissera pas la qualité de ton image, parce que c'est fait avec la caméra. Mais forcément, voilà, on est sur l'achat de boîtiers qui ne sont pas du tout dans la gamme des DSLR. Voilà les amis, je voulais vraiment commencer ce concept par les choses qui sont pour moi au final obligatoires, mais vraiment pas satisfaisantes à acheter, en particulier quand on débute. Et au final, je me dis que voilà, faire attention, c'est pas si compliqué et que c'était cool de vous partager ça. Le vrai truc à retenir, c'est que c'est pas une liste de marques ou de bons plans, d'accord, c'est juste une façon de réfléchir, parce que la réalité c'est que même si au début ça coûte cher, petit à petit si tu fais ça en investissant et en ne dépensant pas, je suis sûr que tu vois la différence, dis-le en commentaire d'ailleurs, et en fait une fois que tu es équipé, c'est bon, tu tournes, d'accord, c'est plus de l'argent perdu, c'est de l'argent qui va te permettre de faire ton taf sereinement et de le garder année après année. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo elle t'a plu. Si tu as envie que je continue le concept sur par exemple les accessoires d'objets, les trucs, les micros, etc., n'hésite pas à le dire en commentaire, mais aussi un petit like et donne ton avis ou simplement un petit mot d'encouragement pour le contenu, ça fait toujours plaisir. Tu peux également partager ta propre expérience, tes propres galères de budget, voilà, et si tu as des questions encore une fois, je me ferai un plaisir d'y répondre. Regarde bien dans les semaines qui arrivent parce que comme je l'ai dit, je vais sûrement lancer des lives et un groupe Discord, etc. Je vais tout mettre en post sur la chaîne, donc abonne-toi pour avoir les news et comme ça on pourra tous se mettre ensemble et faire quelque chose de bien, je pense. Et voilà, et je pense d'ailleurs que dans la prochaine vidéo je vais vous parler des accessoires qui changent vraiment la qualité de vos vidéos et surtout la façon de travailler, les moniteurs, les micros, voilà, plus ou moins tout ce qu'on utilise pour faire passer nos images au niveau supérieur. Ça se passera ici et moi en attendant je vais là-bas et je retourne tourner les prochaines. Ciao ciao.